Quand Thomas Mercier est sorti de la forêt d'Aokigahara, après 3 jours, il ne pouvait plus parler. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que certaines choses que vous voyez cassent quelque chose en vous. Quelque chose qui ne se répare jamais vraiment. Pendant 2 semaines, il est resté muet, les yeux fixés sur un point dans l'espace que personne d'autre ne pouvait voir. Et quand il a finalement parlé, sa voix était différente, creuse, comme si une partie de lui était restée là-bas. Il n'a dit qu'une phrase. Ils sont toujours là. Tous. Ils ne partent jamais. Vous connaissez cette sensation? Quand vous entrez dans une pièce vide, mais vous savez vraiment, que quelqu'un était là il y a une seconde. Cette présence qui reste suspendue dans l'air, multipliez ça par 1000, par 10 000. C'est ce que Thomas a senti dès qu'il est entré dans Aokigahara. Mais revenons au début. Mars 2019. Thomas Mercier avait 32 ans. Journaliste français spécialisé en phénomènes paranormaux. Il avait passé des années à chercher des preuves, des fantômes, des esprits, quelque chose qui prouverait que la mort n'est pas la fin. Il voulait y croire, besoin d'y croire, parce que sa sœur était morte 2 ans plus tôt. Cancer, 28 ans, et Thomas ne pouvait pas accepter qu'elle soit juste partie, disparue, pour toujours. Alors il cherchait. Et sa recherche l'a mené à Aokigahara, le bosque le plus hanté du monde, la forêt des suicidés, au pied du mont Fuji, 35 km² où la lumière ne pénètre presque jamais, où le silence est si profond qu'il fait mal aux oreilles. Les Japonais l'appellent Juke, la mer d'arbres, et chaque année, des dizaines de personnes y entrent, pour mourir, pour disparaître, pour ne plus jamais être retrouvés. Thomas pensait comprendre. Dépression. Douleur, le besoin d'échapper. Il pensait que c'était juste un endroit, juste des arbres, juste de la tragédie humaine. Il ne savait pas encore. Il ne savait pas que certains endroits absorbent la douleur, la gardent, la transforment en quelque chose d'autre, quelque chose qui attend. Le premier jour, 10 heures du matin, ciel clair. Thomas avait un GPS, une boussole, sa caméra et du ruban orange. Cette petite chose brillante qu'il déroulait derrière lui comme le fil d'Ariane. Son lien avec le retour, avec la maison, avec la réalité. Les autorités locales insistaient sur le ruban. Sans lui, disait-il, les gens se perdent. Même avec des sentiers. Même en plein jour. Thomas avait souri. Il était préparé. Il savait ce qu'il faisait. Les 10 premiers mètres dans la forêt ont tout changé. Le silence est arrivé d'abord. Pas le silence normal. Celui-ci était lourd, oppressant, comme si la forêt avalait tous les sons. Aucun oiseau. Vous réalisez à quel point les oiseaux sont importants seulement quand ils ne sont plus là? Leur absence crée un vide qui vous fait comprendre que quelque chose ne va pas. Fondamentalement pas. Aucun insecte, aucun bruissement de feuilles, aucun vent, juste le silence. Et le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. Boum, boum, boum. De plus en plus fort à mesure qu'il avançait. Le sol était couvert de mousse, épaisse, noire. Elle étouffait ses pas, comme marcher sur quelque chose de vivant qui absorbe chaque mouvement. Et les arbres, mon Dieu, les arbres, tordus, entrelacés, comme des mains squelettiques tendues vers un ciel qu'il ne pouvait pas atteindre. 20 minutes après être entré, le GPS a cessé de fonctionner. L'écran a clignoté. Cherchez, cherchez. Rien. Thomas a secoué l'appareil. Logique rationnelle, le sol volcanique, riche en fer, interfère avec les champs magnétiques. Il le savait, l'avait lu. Mais savoir pourquoi quelque chose se passe ne rend pas la peur moins réelle. Il a regardé la boussole. L'aiguille tournait, lentement, comme si elle cherchait quelque chose qui n'existait plus. Nord, sud, est, ouest, tout était devenu la même direction. Nulle part. Thomas a pris une grande respiration. Pas de panique. Il avait le ruban. Il pouvait toujours revenir. Il a continué. Vers midi, il a entendu les voix. Vous avez déjà entendu quelqu'un appeler votre nom quand vous êtes seul? Ce moment où vous vous arrêtez, certain d'avoir entendu quelque chose, mais il n'y a personne? Maintenant imaginez ça. Mais ce n'est pas votre nom. Ce sont des mots dans une langue que vous ne comprenez pas. Et ils viennent de partout. Devant, derrière, au-dessus, en dessous. Des murmures portés par un vent qui n'existait pas. Thomas s'est arrêté.
à fermer les yeux, à écouter. Les voix étaient douces, presque tendres, mais il y avait quelque chose dans le ton, quelque chose de suppliant, de désespéré, comme quelqu'un qui se noie et appelle à l'aide. Encore et encore, sachant que personne ne viendra. Il a ouvert les yeux, a continué à marcher. Le ruban orange se déroulait, un petit point de couleur dans toute cette noirceur. Son espoir, c'est alors qu'il a vu la corde, vieille, pourrissante, attachée à une broche, pendant dans le vide. Vous savez ce qu'elle avait porté. Vous n'avez pas besoin que je le dise. Vous le savez. Thomas a levé sa caméra, a pris une photo, mais ses mains tremblaient. Et ce n'était pas le froid, même s'il faisait froid. Beaucoup trop froid pour Mars. Le genre de froid qui vient de l'intérieur, qui s'installe dans vos os et ne part jamais. Les heures suivantes ont perdu leur sens. Vous connaissez cette sensation quand vous êtes malade avec de la fièvre, quand le temps devient élastique, quand 5 minutes semblent durer des heures et les heures passent en secondes. C'était ça. Thomas regardait sa montre. 5 minutes. Mais il aurait juré avoir marché pendant 1 heure. Puis il regardait à nouveau. 2 heures avaient disparu. Oh! Comment? Le temps ne fonctionne pas normalement à Aokigahara. Comme si la forêt existait dans sa propre dimension. Son propre rythme. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Imagine que tu es là, dans cette forêt. Seul. Le silence te presse de tous les côtés comme de l'eau. Et quelque chose que tu ne peux pas voir, te regarde. La première nuit est arrivée trop vite. Thomas a trouvé un petit espace dégagé. A monté sa tente. Ses mains bougeaient par automatisme. Parce que son cerveau était ailleurs. Était occupé à essayer de comprendre pourquoi chaque fibre de son être lui criait de partir. De courir. Maintenant. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Il devait voir. Devait comprendre. Pour sa sœur. Pour lui-même. Pour savoir si les morts restent vraiment quelque part. Il allait le découvrir. Oh oui. Il allait le découvrir. La nuit est tombée comme un rideau noir. Pas graduellement. Juste noir. Et avec elle sont venus les sons. Des pas. Vous avez déjà été seul dans votre maison la nuit et entendu quelqu'un marcher à l'étage? Ce moment de terreur absolue avant de réaliser que c'est juste la maison qui se contracte? Maintenant imaginez ça. Mais tu es dans une tente. Dans une forêt. À des kilomètres de toute civilisation. Et les pas ne s'arrêtent pas. Crunch. 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 Sur le sol mousseux. Circulant autour de sa tente. Encore et encore. Le même cercle. Pendant des heures. Thomas était couché dans son sac de couchage, complètement immobile. À peine respirant. Écoutant. Les pas ne s'approchaient jamais. Ne s'éloignaient jamais. Juste ce cercle constant. Comme une horloge. Tic. Toc. Tic. Toc. Il n'a pas dormi. Pas une seconde. Comment le pourrait-il? Quand vous savez absolument que quelque chose marche autour de votre tente. Quelque chose qui n'a pas besoin de repos. Qui n'a pas besoin de s'arrêter. À l'aube, quand la première lumière grise a filtré, Thomas a ouvert sa tente avec des mains tremblantes. Le sol autour de la tente était intact. Pas une seule empreinte. Pas une marque. Rien. Mais il les avait entendus. Il savait ce qu'il avait entendu. Sauf que maintenant, il devait se demander, est-ce que les morts laissent des empreintes? Le deuxième jour a apporté une nouvelle horreur. Thomas a trouvé les campements. Multiples. Dispersés dans la forêt comme des tombes ouvertes. Des tentes en lambeaux. Des sacs de couchage moisis. Des sacs à dos abandonnés. Et dans chacun, des objets personnels. Un livre. À moitié lu. Ouvert à la page où quelqu'un s'était arrêté. Une brosse à dents. Encore humide. Comme si son propriétaire venait de l'utiliser. Des chaussures. Bien rangées. Comme si quelqu'un avait l'intention de revenir. Mais personne n'était jamais revenu. Thomas a ouvert un des sacs. À l'intérieur, un journal. En japonais. Il ne pouvait pas lire les mots. Mais il n'avait pas besoin de le faire. Les dessins parlaient une langue universelle. La langue de la terreur. Page 1. Des arbres. Normaux. Innocents. Page 5. Des formes entre les arbres. Flou. Indistinctes. Page 10. Les formes avaient des visages maintenant. Ou plutôt, des endroits où les visages auraient dû être. Des vides. Des ténèbres. Page 15. Les dessins étaient frénétiques. Des lignes partout. Les figures se rapprochaient. Pressaient.
L'artiste les avait dessinés si proches que leurs formes se chevauchaient avec les bords de la page. La dernière page montrait une personne, entourée. Les figures touchaient presque. Et en travers de la page, un seul mot en anglais. Un mot que l'artiste avait dû écrire pour que quelqu'un, n'importe qui, comprenne. Stay. Reste. Les mains de Thomas tremblaient tellement qu'il a lâché le journal. Si tu apprécies cette histoire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de récits terrifiants comme celui-ci. Et dans les commentaires, dis-nous quelle histoire tu veux entendre ensuite. La deuxième nuit, Thomas a commencé à les voir. Vous savez ce que c'est de voir quelque chose du coin de l'œil? Ce mouvement rapide. Et quand vous tournez la tête, il n'y a rien? Vous vous dites que c'était votre imagination. Votre cerveau remplissant les espaces vides. Mais que se passe-t-il quand ça arrive encore et encore? Quand chaque fois que vous regardez ailleurs, il y a un mouvement, une forme, une ombre qui n'aurait pas dû être là. À un moment, vous devez vous demander, est-ce vraiment mon imagination? Ou est-ce que je les vois vraiment? Thomas a vu des formes glisser entre les arbres, hautes, minces, se déplaçant d'une manière qui n'était pas tout à fait naturelle. Trop fluide, comme de la fumée, comme des rêves. Et les voix sont revenues. Mais cette fois, il pouvait comprendre certains mots. Pas en français, pas en japonais, dans une langue plus ancienne. Celle que votre corps comprend même si votre esprit ne le fait pas. Reste, tu es fatigué. Reste, c'est paisible ici. Silence, repos, paix éternelle. Reste avec nous. Thomas a voulu partir. A suivi son ruban orange, son fil d'espoir. Mais le ruban le menait plus profondément. Toujours plus profondément. Dans les parties de la forêt où les arbres étaient si serrés qu'ils devaient se faufiler entre eux. Où la mousse était si épaisse qu'elle montait jusqu'à ses genoux. Où l'obscurité était si complète qu'il ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Et il a réalisé quelque chose de terrible. Le ruban ne le ramenait pas. Il n'avait jamais ramené personne. La forêt l'utilisait. L'utilisait comme un piège. Les gens faisaient confiance au ruban. Suivaient le ruban. Et le ruban les conduisait exactement où la forêt voulait qu'ils soient. Le troisième jour, Thomas a rencontré l'homme. Ou ce qui avait été un homme. Il était assis contre un arbre, les yeux ouverts, regardant. Sa peau était d'un blanc de papier, presque translucide. Vous pouviez voir les veines en dessous. Bleues, noires, pas du tout comme des veines vivantes. Il respirait, mais pas comme vous et moi. Ses poumons se soulevaient une fois toutes les minutes. Peut-être moi, comme si respirer était devenu optionnel. Une habitude qu'il n'avait pas encore complètement abandonnée. Thomas a voulu courir, mais ses jambes ne bougeaient pas. Alors il a parlé. Sa voix était cassée. « Roque, depuis combien de temps êtes-vous ici ?» L'homme a souri. C'était le pire. Le sourire. Parce qu'il était heureux. « Je ne sais pas », a-t-il dit. Sa voix était comme des feuilles mortes. Le temps n'a pas de sens ici. Un jour, un an, un siècle. Tout pareil. Tout pareil. Thomas a demandé, « Pourquoi ne partez-vous pas ?» Le sourire s'est élargi. Partir? Pourquoi partirais-je? Ils prennent soin de moi. Les oreilles, les esprits, tous ceux qui sont morts ici, tous ceux qui ne pouvaient pas partir. Ils veulent de la compagnie. Ils sont si seuls, si tellement seuls. L'homme a levé une main, pointé vers les arbres. Partout. Tu les vois maintenant, n'est-ce pas? Ils t'ont choisi, comme ils m'ont choisi, comme ils choisissent tout le monde qui entre assez profondément. Tu ne pars jamais vraiment. Une partie de toi reste toujours. Et cette partie appelle. Appelle jusqu'à ce que le reste de toi revienne. Thomas a couru alors. A abandonné tout. Son équipement. Sa caméra. Tout. Il a couru à travers la forêt en suivant le ruban orange. Même quand il savait que c'était un piège. Parce que c'était la seule chose qu'il avait. Et c'est alors qu'il les a vraiment vus. Des centaines. Des milliers peut-être. Suspendus entre les arbres comme des décorations macabres. Certains pendaient de cordes qui n'existaient plus. D'autres flottaient simplement. Tous pâles, tous regardant, tous appelant. Et Thomas a compris. A vraiment compris. La forêt d'Aokigahara n'était pas un endroit de mort. C'était un endroit où la mort ne venait jamais vraiment. Où les gens restaient pris au piège entre la vie et la mort. Conscient. Pour toujours. Il ne se souvient pas comment il est sorti. Sa prochaine mémoire est de se réveiller à l'orée de la forêt. 3 jours avaient passé.
Son téléphone fonctionnait miraculeusement. Il a appelé à l'aide. À l'hôpital, il ne trouvait rien de mal, physiquement. Mais Thomas ne pouvait pas parler. Parce que comment expliques-tu ce que tu as vu? Comment décris-tu quelque chose qui brise toute compréhension de la réalité? Quand il a finalement parlé, 2 semaines plus tard, il a dit au médecin ce qu'il avait compris. Pour chaque personne qui sort de la forêt, quelqu'un d'autre doit rester. C'est l'équilibre. La règle de la forêt. 3 jours après que Thomas ait quitté l'hôpital, un randonneur est entré dans Aokigahara. Il n'est jamais ressorti. Thomas ne parle jamais de la forêt maintenant. Mais chaque année, le 15 mars, il disparaît pendant 24 heures. Sa femme a arrêté de demander où il va. Parce qu'elle sait. Elle le voit dans ses yeux. Dans la façon dont il regarde parfois par la fenêtre comme s'il écoutait quelque chose. Et quand il rentre, ses chaussures sont toujours couvertes de cette mousse noire. Celle qui ne pousse qu'à un seul endroit. Parce qu'une partie de Thomas n'a jamais vraiment quitté Aokigahara. Une partie de lui marche toujours dans cette forêt. Écoutons les voix. Voyons les ombres. Attendons le jour où il devra retourner. Pour toujours. C'était l'histoire vraie de Thomas Mercier et de la forêt d'Aokigahara. Un endroit où les morts ne meurent jamais vraiment. Où le temps n'a pas de sens. Où la seule façon de sortir est de laisser une partie de vous-même derrière. Et si vous entendez jamais les voix vous appeler, si vous sentez jamais cette attraction vers la forêt, résistez, parce que certains endroits ne vous laissent jamais partir, même si vous sortez vivant.